Bonjour, bienvenue en Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV en ce mardi 17 juin. 5e nuit de frappe depuis l'attaque lancée par Israël sur l'Iran depuis vendredi dernier. On va s'intéresser à la population iranienne. Comment vit-elle ses premiers jours de guerre? Comment elle s'organise? Quel regard porte-t-elle sur ce nouveau conflit? La sociologue Mahnaz Shirali, spécialiste de l'Iran, nous apportera son éclairage. Elle a passé ces dernières nuits au téléphone avec de nombreux Iraniens et Iraniennes. La fast fashion, ou en bon français, la mode ultra éphémère. Le Sénat a adopté une proposition de loi pour pénaliser les acteurs du secteur. Elle cible particulièrement le géant chinois Shein. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que cela va aider les enseignes françaises de l'habillement qui souffrent de cette concurrence? Mathilde Visserias suit le secteur de la mode et du prêt-à-porter au Figaro. Elle sera là tout à l'heure pour nous expliquer. Et pour terminer cette émission, on parlera du moral des Français. Un moral en berne. L'actualité n'est pas tout à fait faite pour nous rassurer ces derniers temps. Un pessimisme largement répandu dans de nombreux pays développés. Le politologue Eddy Fougier alerte: le pessimisme, ce n'est pas bon pour la démocratie. Voilà, vous avez le programme Point de Vue, c'est parti. Bonjour Mahnaz Shirali. Bonjour. Vous êtes sociologue politiste, spécialiste de l'Iran. Je le disais en présentant le sommaire de cette émission, c'est la 5e nuit de bombardement après les premières frappes israéliennes qui ont démarré, on le rappelle, vendredi. Vous avez sondé vos nombreux contacts en Iran. Que disent-ils, les Iraniens, les Iraniennes? Est-ce que vous me permettez d'abord d'expliquer qui sont mes contacts? Bien sûr, dites-moi. Voilà. Je suis sociologue, comme vous l'avez très bien dit, et en tant que sociologue, j'ai créé mon réseau. Oui. Parce que tout sociologue digne de son nom doit avoir son réseau sur le terrain. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu quand même développer un vaste réseau de 40 000 jeunes que j'ai trouvés sur place. Je suis en contact avec quelques centaines d'entre eux d'une manière quotidienne. Et ils sont un peu partout en Iran. Cela dit, ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas l'opinion de 90 millions d'Iraniens, parce que je ne me permets pas de parler au nombre de 90 millions d'Iraniens dans une société comme la société iranienne, diverse et variée, avec toutes sortes de tendances, mais je parle de ceux avec qui j'ai parlé, j'ai travaillé et je travaille quotidiennement depuis 10 ans. Très bien. Depuis 10 ans. Donc plutôt des jeunes, c'est ça? En fait, il faut dire, quand on dit jeunes iraniens, c'est un pléonasme. Parce qu'en Iran, 80% de la population iranienne a moins de 40 ans. Et donc, les Iraniens constituent une population très jeune. Donc, les jeunes Iraniens, je préfère dire Iraniens, parce que les Iraniens, ils sont tous jeunes. Alors, quelle remontée de terrain vous avez? Comment ils vivent ces frappes? À quoi ressemble la vie aujourd'hui à Téhéran, mais en Iran plus largement? Ressemble à toutes ces guerres qu'on a déjà vues dans l'histoire de l'humanité. Je ne vais pas faire du misérabilisme en parlant de la misère d'une population sous les bombardements, parce que vous le savez déjà. Donc, évidemment, c'est une situation catastrophique. Évidemment, vivre les bombardements, pour ceux qui n'ont pas vécu, ça veut dire à tout moment, vous êtes prêt à mourir. À tout moment, quand vous entendez... En fait, moi, quand j'étais sous les bombardements du régime irakien pendant la guerre Iran-Irak, vous savez, pendant 8 années, oui, dans les années 40, j'étais en Iran, et on nous disait, quand vous entendez le son de l'explosion, vous devez être content parce que ça veut dire que vous êtes vivant. Donc ça, c'était la seule chose qui me donnait de courage, parce que je me disais, j'entends l'explosion, donc c'est pas sur moi. Parce que quand la bombe tombe sur vous, vous l'entendez pas.
C'est déjà trop tard. Vous voyez, donc je ne parle pas de la misère, parce que c'est très, très, très grave. Mais par contre, je veux transmettre aujourd'hui, pas mes opinions, mais la voix de ceux que j'ai interrogés, c'est tout. Que disent-ils alors ? Alors, ce qui m'a frappée en tant qu'observatrice lointaine, je suis à Paris en pleine sécurité. Alors, ce qui m'a frappée, c'était le courage de ces jeunes avec qui je suis en conversation, communication, leur courage. Et la plupart d'entre eux, malgré la peur qu'ils ont, il y a eu une plus grande peur. Il y a eu une plus grande peur que la guerre, que la mort et le bombardement, c'était que le régime reste en place, que le régime résiste. Et ils me disaient, est-ce que vous pensez qu'ils vont faire une négociation avec Donald Trump et que la guerre va s'arrêter là et que le régime va survivre ? Vous voyez, ils ont tellement peur que le régime survive. Ils veulent à tout prix se débarrasser de ce régime, à tout prix. Et certains d'entre eux, très jeunes, entre 20 et 30 ans, qui me disaient « Si ma mort fait libérer l'Iran, je préfère mourir ». C'est-à-dire, ils disaient « On n'a pas peur de mourir si notre mort sert à quelque chose. Il faut que le pays soit libre. » Et ça, c'est touchant parce qu'on est dans les mondes modernes, on n'est plus du tout dans cette logique de mourir pour son pays. Vous voyez ? Et quand j'entends ces jeunes qui, par détresse, parlent comme ça, et ce n'est pas par gaieté du cœur. Et dernière chose que je voulais rajouter, si vous me permettez, c'est que quand je raconte la réalité du terrain de l'Iran ici en France, ça passe pas. Parce que les Français qui m'écoutent, les Français qui m'écoutent, ils n'arrêtent pas de me donner des leçons de patriotisme en disant qu'Israël est un pays agresseur. Comme si les principes qui sont valables pour un pays sont les mêmes pour un autre. Je ne sais pas si on peut parler de l'agresseur pour le Gaza et pour la Palestine, mais pour l'Iran, on ne peut pas. Parce que ça fait quand même 47 ans que c'est la République islamique qui veut faire disparaître Israël. C'est un pays qui est en train de se défendre. On peut le comprendre. Donc, ce qui applique au peuple palestinien ne s'applique pas à l'Iran. Donc, il faut essayer de comprendre que d'une société à l'autre, la réalité sociale est différente. Les Iraniens vivent une situation particulièrement grave avant même la guerre. Il ne faut pas penser que c'est la guerre qui rend la situation catastrophique. Avant la guerre, il y a une semaine, la guerre n'était pas encore commencée, l'économie iranienne était effondrée complètement. Et pour donner quelques exemples, l'Iran est le pays qui exporte la prostitution dans la région. C'est le premier pays d'exportation de la prostitution dans la région. Vous vous rendez compte la misère des Iraniens avant la guerre ? Elle existait déjà. Avant la guerre. Ce que vous voulez dire, quand vous parlez d'Israël, le peuple iranien, les Iraniens avec qui vous parlez, ne considèrent pas donc Israël comme un agresseur. Mes contacts, mes 4000 jeunes avec qui je suis en relation, ils prennent leurs dirigeants pour les responsables de la guerre, et ne pas les Israéliens. Ils disent qu'Israël est en train de réagir à toutes ces provocations que les ayatollahs, que les dirigeants de la République islamique ont fait depuis 47 ans. Et pour eux, les seuls responsables de leur misère, ce sont leurs propres dirigeants. Et ils disent l'Iran est un pays sous occupation. Sous occupation. Ces mots-là ont occupé notre pays. Alors, je leur dis, ils sont quand même iraniens. Ils disent, non, ils ne sont pas iraniens, parce qu'au XVIe siècle, ils sont venus des pays arabes. Ils ne sont pas iraniens d'origine. Donc voilà, il y a toujours des réponses de ce genre. Effectivement, c'est un fait peu connu, entre guillemets, en France, mais il y a une grande amitié entre le peuple iranien et les Israéliens, et Israël, de fait historique aussi. Une grande amitié lie les deux peuples. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, ça continue toujours, parce qu'aujourd'hui, aussi bien le peuple israélien que le peuple iranien, tous les deux, sont les victimes de la République islamique. Vous pensez que le régime est cette fois vraiment très affaibli et on est à la fin du régime des Mollahs, où il est trop tôt encore pour en parler? Écoutez, moi j'ai vu la fin du régime le 7 octobre. Quand j'ai vu l'implication de la République islamique dans les massacres du 7 octobre, ce qui était évident pour moi, alors même que je n'avais pas des preuves tangibles. Aujourd'hui, les preuves sont sorties. 500 millions de dollars de la République islamique ont été
versé dans la poche des terroristes du Hamas. Donc aujourd'hui, ça c'est un fait. Mais quand j'ai vu les massacres du 7 octobre, je me suis dit, la République islamique est derrière, et c'est la fin de la République islamique. Il y a 2 ans, en 2023, j'ai vu la fin de la République islamique. Et aujourd'hui... c'est à l'œuvre pour vous, c'est ça? C'est tout à fait. En fait, ils sont en train de faire sortir le cadavre de ce régime qui pue et qui empoisonne la vie des Iraniens et qui est devenu encore plus féroce depuis vendredi dernier. Il n'arrête pas d'arrêter les Iraniens. Alors qu'il doit se concentrer pour se défendre. Les arrestations depuis vendredi dernier. Il faut qu'il se concentre contre l'agresseur, soi-disant. Il faut qu'il se concentre contre les Israéliens. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête les Iraniens, il les met en prison et il a accéléré la torture dans les prisons. Vous voyez dans quel pays nous sommes et on le compare avec quoi? Moi, je pense que la seule comparaison peut-être, entre guillemets, valable, c'est comparer avec la France sous occupation quand les Anglais et les Américains sont venus pour les libérer des mains des Allemands. C'est peut-être avec cette situation qu'on peut comparer et pas avec la situation des Gazaouis qui défendent encore aujourd'hui les gens, leurs dirigeants. Est-ce que vous pensez qu'il y a un mouvement populaire peut émerger là Écoutez, aujourd'hui, quand je parle avec les Iraniens, ils sont tellement terrorisés de quoi que la guerre s'arrête et qu'ils négocient. Déjà, c'est leur peur. Quand un peuple est aussi terrorisé, il ne peut pas faire un mouvement social et des soulèvements politiques. Mais je peux vous dire une chose. Ça, je m'avance, peut-être je n'ai pas le droit en tant que scientifique de parler comme ça, mais là, je parle en tant qu'Iranienne, d'accord? J'ai le droit. Dites-nous. Voilà. Je pense que le jour où Khamenei est visé et éliminé, les gens prennent l'espoir et ils sortent. Ils vont faire une explosion de joie. C'est un scénario qui est effectivement envisagé par le Premier ministre israélien. Absolument. Et ça Absolument. Ce serait... ça serait la joie. Alors, quelle alternative ensuite après les Mollahs? Qui pour déjà, l'Iran? Excellente question. Et déjà, la population iranienne, par rapport aux pays voisins, par rapport aux pays de la région, sauf Israël, parce qu'Israël a une population extrêmement éduquée et hautement cultivée, et les Iraniens sont très cultivés. La jeunesse iranienne est une jeunesse qui s'est bien, en fait, formée. Ce n'est pas comme la jeunesse de l'Arabie saoudite. C'est très différent. Donc, à l'intérieur de l'Iran, nous avons une jeunesse hautement formée dans les sciences, dans la technologie. Et à l'extérieur de l'Iran, dans les pays étrangers, nous avons 9 millions Iraniens qui occupent les postes les plus hautement placés. Donc, dans un pays de ce type, vous savez, remplacer les incompétents et les criminels de Mollah, ce n'est pas une chose difficile. Et je peux aussi rajouter que parmi les opposants iraniens, le prince Reza Pahlavi a le plus de chances d'être le leader de la transition, de l'époque de la transition, parce qu'il est plébiscité. Il est plébiscité par qui? Par les jeunes des Iraniens et de la diaspora? Je peux vous dire par mes contacts. Je ne m'engage qu'envers mon réseau de sociologues, c'est des jeunes qui représentent leur génération, qui sont partout. Mais j'ai remarqué, chose qui m'étonne beaucoup, les jeunes qui sont en Iran sont plus unanimes sur le leadership de Reza Pahlavi que les vieux Iraniens qui sont à l'étranger. Parce que ceux qui sont à l'étranger, on est de l'ancienne génération. Parce que Reza Pahlavi, c'est le prince héritier, c'était le fils du Shah. C'est le fils du Shah, le Shah qui a donc été renversé en 79 par les Mollahs qui ont les clés de l'Iran actuellement. Absolument. En fait, le Shah, le père de Reza Pahlavi, qui était le Shah d'Iran pendant 27 ans, il n'était pas très apprécié, alors qu'il était très modernisateur. Il a vraiment bouleversé le pays, il a soulevé le pays au niveau des pays civilisés et vraiment modernes. Il n'était pas en son vivant très aimé des Iraniens. Mais chose étonnante... On lui reproche beaucoup de répression, de gens en prison. Mais chose étonnante, ce sont les étonnements de l'histoire. Aujourd'hui, 47 ans après tous les malheurs que les Iraniens ont vécus sous la République islamique, le Shah est devenu le personnage mythique pour les jeunes qui ne l'ont jamais vu. Et ils regrettent pourquoi leurs parents ont renversé un régime qui fonctionnait si bien, qui faisait épanouir leur pays pour remplacer des mollahs violents,
incivilisés et incompétents et pour faire détruire leur pays de ce genre. C'est ainsi, en fait, c'est par comparaison que l'époque de choc était décriée par les notamment gens... en Europe. Hein. Voilà, notamment en Europe, notamment en France. Alors aujourd'hui, c'est devenu l'âge d'or de l'Iran. Par nostalgie. Oui. Et le prince, Reza Pahlavi, représente cette belle époque que les Iraniens regrettent aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est exprimé là depuis ces quelques jours, le prince héritier? Il ne fait que s'exprimer. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il alerte la communauté internationale. Il dit que la République islamique est en train de prendre la population iranienne, de transformer la population iranienne en bouclier humain. Et il alerte, faites attention, et il demande aussi aux Iraniens de profiter de cette situation et de se soulever contre la République islamique. Parce qu'il n'y a pas d'abri pour les Iraniens, le régime d'abri anti-bombardement. C'est pour ça aussi, ça met en danger beaucoup la population iranienne. Vous avez souligné vraiment un point extrêmement catastrophique actuellement en Iran, c'est ça. Ils ont proféré la guerre contre la planète entière pendant 47 ans. Ils n'étaient même pas capables de construire un seul abri pour ce peuple. C'est ça le malheur des Iraniens. C'était un régime qui n'est même pas capable d'assumer les conséquences de ses propres politiques, ni de protéger sa propre population. Pourtant, ses velléités guerrières sont extrêmement fortes. Pour vous, là, le scénario de ces prochains jours, je lis dans le Figaro que l'ambassadeur israélien aux États-Unis annonce des surprises, ce sont ces termes, dans la nuit de jeudi à vendredi. Je ne sais pas, je n'attache pas beaucoup d'importance à ce genre de prévision, mais je sais qu'aujourd'hui, la planète entière, en tout cas les dirigeants de tous les pays du monde, ont compris à quel point c'est dangereux d'avoir une république islamique atomique. Le G7, les dirigeants des 7 nations sont réunis au Canada. Donald Trump a quitté ce sommet, ce G7. Vous attendez, vous, une intervention des Américains? On sait que les Israéliens ont besoin de l'arme américaine pour détruire en profondeur et de façon très efficace l'arsenal nucléaire. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils ont caché le guide suprême Khamenei dans leurs installations nucléaires à Fordow, parce que ce sont des installations à 500 mètres sous le terrain, souterraines, et donc paraît-il que c'est l'endroit le plus sûr, et ils ont caché Khamenei à Fordow. Et donc, un guide suprême qui a des sosies, c'est ça, paraît-il? Paraît-il qu'il a 4 sosies. 4 sosies. Oui. Pour échapper... Tout à fait. Et par contre, chose encore plus étonnante, c'est que, alors que le ciel de Téhéran est clair, c'est-à-dire qu'aucun avion n'a droit de survoler la capitale. Le soir, il y a des avions qui quittent l'aéroport de Téhéran vers on ne sait pas où, peut-être vers la Russie, et les Iraniens qui filment, qui nous envoient leurs vidéos, et on voit les grands avions qui sont en train de quitter. Ça veut dire ce sont les dirigeants, les familles, des hauts gradés, leurs familles qui quitteraient le pays, c'est ça? Absolument. Pour aller où? Peut-être à Moscou. Peut-être en Chine, on ne sait pas, mais en tout cas, ils sont en train de quitter le pays. Et depuis le commencement des conflits, on n'a pas vu le guide, on n'a pas vu les autres, et donc on pense qu'ils sont tous soit cachés, soit quitter le pays. Cachés sous terre, soit en train de quitter le pays. Merci Manaz Chirali, bien sûr. On va suivre tout au long d'aujourd'hui et bien des prochains jours, bien sûr, ce qui se passe en Iran et en Israël. Merci d'avoir été avec nous sur Point de vue en direct aujourd'hui. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. On passe à un autre sujet. C'est une proposition de loi qui était très attendue par l'industrie textile française. Le Sénat veut réglementer la fast fashion, cette mode peu chère et éphémère qui sature le marché. Je vous propose d'écouter la sénatrice rapporteure du texte. On se retrouve ensuite avec Mathilde Visserias. Elle suit pour le Figaro le secteur de la mode et du prêt-à-porter. Et aujourd'hui, cette concurrence déloyale, soumise par ces géants d'ultra-mode express que sont les géants chinois, les mettent en difficulté. Et nous souhaitons vraiment préserver ces enseignes qui nous restent, des enseignes qui sont des enseignes accessibles pour l'ensemble des Français, surtout disponibles sur nos territoires.
Nous avons vu la perte de Camaïeu notamment, et c'est regrettable. Tout à fait regrettable. Pour quelles raisons? Déjà en termes d'emploi, et d'une part, en termes de surfaces commerciales qui sont aujourd'hui vides et non remplies. Bonjour Mathilde Visserias. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, à l'économie. Vous suivez particulièrement le secteur de la mode et du prêt-à-porter. Avant de parler de cette loi fast fashion, je voulais juste revenir sur l'information très importante de ce début de semaine. On a appris l'arrivée de Luca Di Meo, qui était le directeur général de Renault, dans le groupe Kering. C'est une information qui a fait trembler le monde économique. C'est assez surprenant. D'abord parce que c'est quelqu'un qui vient du secteur de l'automobile et qui va vers le luxe, c'est ça ? Alors, c'est l'information, la big surprise qui a été révélée par le Figaro Économie ce dimanche. C'est d'autant plus surprenant que jeudi dernier, Luca Di Meo était en train de présenter le nouveau plan stratégique de Renault. Et 4 jours après, on apprend son départ. On le présentait comme un carboy. On a un peu l'habitude de mettre les gens dans des cases. Donc, son arrivée chez Kering, c'était un peu la déflagration. Il y a peut-être une prise de risque. Et en même temps, on se dit c'est peut-être le coup de maître pour Kering qui souffre depuis un moment parce que Gucci va mal, et Gucci, enchaîne. C'est au sein du groupe Kering, c'est la marque phare et le secteur souffre actuellement. Oui, il y a cette double effet. Le secteur du luxe qui traverse une passe difficile après une envolée complètement dingue post-Covid, notamment des difficultés en Chine et plus particulièrement chez Kering, Gucci qu'il faut redresser et qui tarde à délivrer des bons résultats. Ils ont en commun, Gucci et Luca Di Meo, une culture italienne. L'Italie. L'Italie en point commun. Très rapidement, il laisse un bon bilan là, chez Renault. Un très bon bilan. Il est arrivé il y a 5 ans un peu en pompier. L'action a explosé plus 80% en 5 ans. Les marges ont augmenté. Il s'est distingué avec des lancements réussis, renouveau de la R5 et de la R4 en version électrique. Et couleur. Pour ne parler que de ça. Allez, on va passer au sujet qui nous intéresse plus particulièrement et que vous avez très bien suivi pour le Figaro. C'est le Sénat qui a voté la semaine dernière un texte qui était très attendu par les acteurs français du textile, un texte qui concerne ce qu'on appelle la fast fashion. C'est la fast fashion, comment on peut résumer ça en bon français? C'est une très bonne question parce que, et c'est l'enjeu du texte, mais qu'est-ce que la fast fashion? Comment la définir? On parle même d'ultra fast fashion. Parce qu'il y a un nombre de références qui est diversé chaque jour complètement colossal. Pour donner un exemple, plus de 7000 sur Chine. Et donc cette fast fashion a explosé après le Covid. Why not, si ce n'est que l'impact environnemental est très important, colossal, sachant que le textile, c'est une des industries les plus polluantes au monde. Et donc le Sénat a décidé de s'y attaquer en freinant les achats, et notamment en imposant un malus sur les prix de chaque article vendu. Alors c'est ça, qu'est-ce que justement cette proposition de loi, qu'est-ce qu'elle contient cette proposition de loi? Un malus sur les vêtements, donc cette fast fashion, donc c'est cette mode éphémère qui est très 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 qui se déverse dans les magasins français notamment. Cette loi, encore une fois, visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Donc le Sénat a décidé de ne s'attaquer dans ce projet que au pire, entre guillemets, ceux qui déversent le plus, donc les plateformes chinoises Chine et Temu. Il y aura on attend plusieurs points, sachant que tout ça sera défini par décret. Donc il faut attendre l'automne et l'application future du texte. Donc un malus pouvant aller jusqu'à 10 € par produit. Autant dire. Donc concrètement, ça veut dire j'achète une veste chez Shein, par exemple. Concrètement, vous achetez une robe pour 10 € aujourd'hui. Demain, Shein sera pénalisé à hauteur de 10 €
demain, 2030, 10 €. Donc potentiellement doubler le coût. Alors après, la vraie question, c'est est-ce que vous allez l'acheter 20 € ou Chine va renier un peu sur sa marge. Mais quoi qu'il en soit, c'est peu probable qu'elle soit toujours à 10 €. Et donc c'est l'argument de fond de dire si c'est plus cher, peut-être vous achèterez moins. D'accord. Donc il y a ça qui est la mesure phare. Et puis il y a une interdiction de la publicité qui est aussi clé, et notamment la publicité des influenceurs. Parce que comme vous le savez, les plateformes chinoises communiquent beaucoup avec des micro-influenceurs qui vantent leurs achats. En fait, et qui vendent, c'est ça. Et qui se mettent en scène avec leurs nombreux achats, et ça plaît beaucoup. Donc, voilà. Mais vous pensez que ça va être facile à faire respecter, là, tous ces dispositifs? Non, ou c'est un peu utopique? Il y a une vraie volonté politique. La loi a été très modifiée entre l'Assemblée et le Sénat, mais votée à l'unanimité. Donc l'envie de s'attaquer au problème, il est plus que là. Après, effectivement, dans l'application, on n'a pas encore la réponse de qu'est-ce que la fast fashion, l'ultra fast fashion, si ce n'est que le Sénat, comme on a entendu la rapporteure du texte, a décidé de cibler ces entreprises qui n'ont pas de magasin et qui participent à une surconsommation. Comment réagit les industries du textile français ou européen, puisque la fast fashion, certes les Chinois sont là, mais avant, est-ce que H&M, est-ce que Zara, ils étaient initiateurs, non, de cette fast fashion ou pas du tout? Oui, alors d'ailleurs, dans le projet tel qu'il était au départ, tout le monde était potentiellement ciblé pour finalement à ce qu'on réduise l'impact du texte sur les géants chinois. Les géants chinois. Donc comment on réagit? Alors les géants chinois et surtout Chine, on réagit fortement avec un lobbying intense. On a beaucoup parlé de Christophe Castaner qui avait rejoint les équipes en France. Et puis les autres aussi ont fait leur lobby. Ils se réjouissent, même si encore une fois c'est pas gagné, de pas être dans le texte, les cibles les plus visées. Donc je pense en particulier H&M, Zara, vous l'avez cité. Rappelons quand même que la fast fashion, c'est Zara. C'est Zara qui, avec son fondateur, se dit, avant on était sur été-hiver de collection, faisons venir les consommateurs plus souvent, renouvelons en magasin pour que nos collections, pour les inciter à revenir peut-être une fois par mois minimum, ou même toutes les semaines. Rappelez-moi le nombre de références des produits chinois, parce que c'est ça la différence entre les fast fashion européens, si je puis dire, et les Chinois. C'est vraiment une explosion des volumes. Explosion des volumes. Alors, et c'est ce qui sera un des critères de définition de la fast fashion, le nombre de nouveaux modèles qui arrivent, alors peut-être par jour ou par semaine. On parle de plus de 7000 pour Chine. Par jour, c'est ça, 7000 par jour. Voilà. C'est assez énorme. Ça, c'est un premier élément de réponse française, mais finalement, est-ce qu'il y a une réponse européenne qui va se mettre en place? Parce que est-ce que c'est pas un peu court d'avoir qu'une réponse française? Oui, parce que tout ça se fait... alors, la France est précurseur, mais il y a un cadre européen qui est en train de se dessiner, et en particulier sur les petits colis. Parce que comme vous le savez, les plateformes chinoises envoient toutes vos commandes par avion, principalement c'est surtout de Chine. Les avions, c'est pas les bateaux. C'est surtout, c'est le modèle. Et ce modèle profite d'une exemption de droits de douane, ce qui fait que c'était très astucieux, mais ça permet au modèle de se développer de façon incroyable. Et aujourd'hui, alors le projet de loi prévoit de taxer à hauteur de 2 € les petits colis. On verra si ça tient toujours. En tout cas, il y a un projet de taxer les frais de gestion en France, un projet de taxer les petits colis à Bruxelles, qu'on espère le plus rapidement possible, mais possiblement pas avant 2021. Et bien sûr, Trump qui, lui, va rétablir des droits de douane sur les petits colis, notamment. Comment se porte le secteur des enseignes d'habillement en France? Il est plutôt en souffrance ou... C'est ça qui est... tout à l'heure, on a eu un chiffre qui peut paraître étonnant de Refashion, qui est l'éco-organisme de la filière, qui indique que l'année dernière, en France, chaque Français a rajouté 42 pièces d'habillement dans ses penderies.
ce qui est quand même assez énorme, et ce qui est en plus supérieur par rapport à 2023. Donc, c'est 2 vêtements par mois, en fait, c'est ça? Bah oui, 42 en 12 mois. Oui. Donc, c'est assez colossal et surtout en progression, ce qui peut paraître contre-intuitif, oui. Qui ne l'est pas tant que ça, parce que finalement, on s'aperçoit que c'est beaucoup de produits achetés très peu cher, oui. On est plus sur de la quantité que de la qualité. Oui. Et donc, ce qu'on voit, c'est une crise sans précédent depuis la fin du Covid, avec des enseignes qui ne tiennent plus, donc des sorties de route qui se multiplient. Donc, on se souvient de Camailleux, qui a disparu en fin 2022. Depuis, vous avez Naf qui vient d'annoncer son 3e redressement judiciaire. Vous avez Cop Copine, pour ceux qui aimaient bien, qui est quasiment disparu. Enfin, une avalanche de fermetures, d'entreprises qui avaient été un peu des gloires passées. Je pense aussi à Koukaï, par exemple, et qui ne résistent pas... à justement l'essor et le succès de l'ultra fast fashion, et puis aussi qui paye cher une gestion qui n'a pas été bonne pendant des années, et une course, un petit peu une fuite en avant d'ouverture de magasins qui n'ont pas été assez mis au goût du jour, un service qui n'est pas forcément à la hauteur. Et ça, ça a un impact aussi sur les villes et le dynamisme des villes, parce que c'est des magasins physiques qui ferment, des pertes d'emplois, c'est ça aussi. Mais un impact, oui, colossal. Par exemple, si vous prenez Jennifer, Jennifer qui a essayé de se relancer, Don't Call Me Jennifer, je ne sais pas si vous vous souvenez, 1000 emplois. Et au final, il y en a à peu près 600 qui disparaissent, puisque Jennifer a été liquidée. Donc oui, la question, quand vous allez dans le moindre centre commercial, vous avez souvent une locomotive qui est l'hypermarché, et puis vous avez beaucoup de magasins d'habits. Aujourd'hui, c'est visible, et la question qu'on peut se poser, c'est quelle ville on veut demain, en fait. Est-ce qu'on veut que des restaurants, des bars ? En tout cas, il y a cette analyse consistant à dire qu'il y avait trop de magasins d'habillement. Mais en même temps, si les Français achètent de plus en plus et ne font plus qu'acheter sur Internet, là, on va se retrouver avec une typologie Comment, différente. Mathilde Visserias, on mobilise, on alerte le consommateur, et en l'occurrence les jeunes? C'est tentant quand même d'avoir une garde-robe variée, pas chère. Il y a un paradoxe entre une jeunesse qui est très attentive, en général, à l'impact environnemental, à la planète, et cette consommation effrénée, non ? Oui. Les jeunes, ils sont pas... Enfin, les jeunes ou les moins jeunes, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que les jeunes vous disent « Ouh là là, scandale, tu es parti en avion un long week-end, moi je vais voyager en Europe en train. » Et puis d'un autre côté, quand vous avez un tout petit budget, c'est sympa quand même d'aller acheter sur une... Donc c'est la clientèle des plateformes chinoises est très jeune, même s'il n'y a pas que des jeunes. Alors, c'est tellement tentant de se faire plaisir, de varier. Comment Alors l'idée, vous avez quand même des personnes qui n'achètent des vêtements que pour une soirée, qui achètent pour jeter ou ne plus mettre à part une occasion spéciale. Ça, le grand argument, c'est de dire éduquons les gens. Et on voit, parce que la seconde main se développe, donc il y a aussi en parallèle cette idée de se dire je peux acheter pas cher, mais peut-être je peux acheter de l'occasion et puis je me fais aussi plaisir. Mais il y a un vrai travail d'explication. De l'impact, c'est ça ? De l'impact, quand vous voyez des plages entières recouvertes de fringues jamais portées quasiment, c'est un désastre écologique. Vous avez les chiffres en tête là de ces fameux ballots là de vêtements qu'on retrouve parfois en Afrique? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'avant l'Afrique arrivait à recycler en fait une partie de ses vêtements. Aujourd'hui, c'est quasiment plus possible. Donc c'est vraiment du déchet. C'est plus possible parce que la matière première est... Oui, la matière première, voilà. C'est une qualité de moins en moins bonne, donc c'est difficile. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que globalement, on est dans une industrie de surproduction, et c'est ça
ça aussi qu'il faut travailler à la base, hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez tout un système qui joue sur les soldes, sur les promotions. Il n'y a pas cet effet rareté. Donc peut-être aussi y venir, ça, chez les fabricants. Oui, il y a tout ce système de vente privée, voilà. de soldes avant les soldes. Il y a ça. Qui trouble un peu voilà. aussi le Et puis il y a cette idée. Prix, voilà, combien ça vaut un t-shirt? 60 €, 15 €, 2 €, vous avez tout. Et on vous dit que le t-shirt, il est quand même en coton. Alors, il y a peut-être différentes qualités de coton, mais les prix sont très, très différents. Donc, il y a cette... expliquer aux gens que leur achat n'est pas neutre. Et puis, tenter aussi de dire acheter peut-être mieux, plus cher, mais pour garder bien plus longtemps. Et ça compte. Et on va terminer sur cette question. Vous évoquiez le marché de la seconde main. Il a vraiment pris une grande part sur le secteur de l'habillement. Oui, il a pris. Alors, on n'est pas dans le téléphone mobile. Aujourd'hui, dans la téléphonie, vous avez 25% des téléphones achetés qui sont d'occasion. Oui. En France, d'ailleurs, Refashion le disait ce matin, on est à peu près à 7% dans les vêtements. Ce qui est donc quand même très important. C'est pas grave, il y a une belle marge de progression encore. Ouais. Vous avez en 2023 63 000 tonnes de vêtements qui se sont échangés principalement entre particuliers. Donc oui, c'est pas négligeable, ça l'est d'autant moins que vous voyez de plus en plus en magasin. Vous avez des rayons, les marques elles-mêmes organisent un recyclage de leurs propres vêtements. Donc oui, c'est entré dans les mœurs et Vinted est un des principaux vendeurs de vêtements en France. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, oui. Merci Mathilde Vissarias d'être venue nous éclairer sur la fast fashion. Et puis on vous lit bien évidemment dans les pages du Figaro Éco. Merci d'avoir été avec nous. Le monde... Un monde de plus en plus pessimiste qui impacte notamment la natalité. La peur de l'avenir empêche de faire des bébés. Je vous propose d'écouter l'économiste Maxime Sbailly. Il revient dans le Club Idée sur les différentes initiatives dans le monde pour motiver les gens à procréer. Et puis on se retrouve ensuite avec mon invité, le politologue Eddy Fougier. Pour lui, le pessimisme, c'est même un fléau pour la démocratie. Il n'y a pas de solution miracle. En termes de natalité, il y a beaucoup d'interrogations, très peu de certitudes et pas de solution miracle. En tout cas, ceux qui vous donnent la solution miracle, c'est des charlatans, je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en fait, c'est vrai, dans ce livre, je fais un peu un tour du monde démographique et j'essaie de regarder comment font les autres pays, parce qu'on n'est pas les seuls à être confrontés à ça. Comment font les autres pays qui sont confrontés à la dénatalité, qui dure et qui, du coup, économiquement, commencent à être très contraints. Donc, vous avez ceux qui misent tout sur la procréation, qui, en fait, ils mettent tout dans les bébés, ils veulent des bébés, donc ils mettent le paquet. Il y a des prêts bonifiés, des exonérations fiscales. Certains pays font même des chèques directement. En Russie, vous avez des régions qui font même des fêtes de la procréation, où c'est un jour férié, où on incite très fortement les jeunes couples à rentrer chez eux. Et si au bout de 9 mois, c'est fécond, vous gagnez un frigidaire, une voiture. Voilà. Singapour a essayé de faire la nuit de la conception aussi. Bon, tout ça n'a eu aucune incidence sur les taux de natalité. On voit que, en fait, il y a une décorrélation entre l'argent qui est dépensé et les taux de fécondité. En fait, c'est pas parce qu'on met de l'argent que la fécondité repart à la hausse, parce que comme je disais, c'est un environnement, c'est de l'immobilier, c'est un état d'esprit, c'est la place, les moyens, c'est les salaires qui payent, un travail qui paye. Bon, c'est beaucoup de choses en même temps. Bonjour Eddy Fougier. Bonjour. Vous êtes politologue et vous venez nous voir avec ce nouvel essai. Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal ? Le fléau du pessimisme pour la démocratie, c'est aux éditions de l'Aube. Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal ? C'est un petit peu la réalité. On a peu de raisons de se réjouir ces derniers temps. Les crises se succèdent. Alors, le propos du livre ne consiste pas à se poser la question de savoir si le monde va de plus en plus mal ou s'il va de mieux en mieux, ce qui n'est pas nécessairement évident. Mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi le pessimisme collectif est aussi prédominant dans les pays développés. Pas qu'en France. En France, c'est assez élevé, on le sait. Les champions, c'est ça ? Un petit peu. Mais c'est quelque chose d'assez courant dans la plupart des pays développés. Donc c'est la question que je me suis posée et le lien que l'on pouvait faire effectivement avec notamment la montée des mouvements populistes de droite, en partant d'un constat assez simple. Il y a une étude qui avait été faite en octobre 2024, juste avant les élections aux États-Unis, qui montrait que on donnait un certain nombre d'affirmations aux personnes sondées
et systématiquement elles se trompaient, et celles qui se trompaient le plus votaient pour Trump. Donc c'est ça qui m'a amené à avoir cette réflexion, à savoir le fait que effectivement le pessimisme collectif, le pessimisme sur la vision que l'on peut avoir de l'état du pays, de son avenir, a un impact politique. Ça paraît assez évident. Politique. Alors, vous le dites, le pessimisme, c'est un phénomène qui est très fort dans les pays développés. Pourquoi particulièrement dans les pays développés ? Écoutez, c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit, plus qu'on est développé, on devrait... Alors, il y a l'aspect individuel, où effectivement... plus on appartient à des catégories sociales aisées, plus on tend à être optimiste pour soi et pour ses enfants. Là, c'est assez simple parce que vous avez l'aspect inverse, à savoir que dans les pays émergents, on est majoritairement optimiste. Il y a une étude qui vient d'être faite, qui a été divulguée la semaine dernière, qui montre qu'il y a un lien entre la confiance envers les autorités, la confiance envers les élus et le taux de croissance, tout simplement. Donc, en gros, il y a la perception au sein des pays développés que le niveau de vie et le niveau de vie à venir, celui de ses enfants, est en berne ou sera amené à être moins bon. Je pense que c'est l'une des principales explications sur ce pessimisme global, au-delà de toutes les informations anxiogènes que l'on peut voir dans les médias. Est-ce que c'est lié à l'âge ? Les pays européens sont des pays plutôt de vieux, si je puis dire. Sans doute, ça, c'est peut-être un phénomène aggravant, mais quand on regarde sur une période assez longue, on voit qu'il y a un basculement à partir des années 70. C'est-à-dire, sans doute, le passage des 30 Glorieuses à une autre période a fait que le sentiment que la situation s'améliore, que la situation matérielle, le confort de vie s'améliore, a été remis en cause par le début de la crise, et ça s'est sans doute accéléré dans la période récente, et notamment avec la crise de 2008-2009. Alors, vous notiez que ce pessimisme, il touchait particulièrement les pays développés, et nous, Français, nous sommes plus particulièrement pessimistes que les autres, c'est ça ? Quelles sont les particularités françaises vis-à-vis de ce pessimisme ? Alors justement, j'ai surtout voulu éviter d'aborder le sujet, parce que le sujet est vraiment saturé, mais je vais quand même répondre à votre question. Oui, les enquêtes, alors moi quand je regarde les enquêtes internationales, pour essayer de trouver les Français, je regarde toujours les derniers, on est toujours parmi les derniers, c'est presque un petit peu folklorique maintenant. Alors, pourquoi on est plus pessimiste que les autres, ça c'est difficile. Il y a encore une fois une foultitude d'analyses qui ont pu être faites. Y compris par un organisme en France qui s'appelle l'Observatoire du bien-être, du CEPREMAP, qui montre effectivement que même un cadre, un CSP+, en France, à un niveau de vie équivalent à un cadre allemand ou néerlandais, sera plus pessimiste, aura une vision plus pessimiste de son bien-être. Donc il y a sans doute des éléments culturels, des éléments historiques, des éléments liés qui font la particularité française, sans doute. Mais c'est un phénomène quand même très européen, un phénomène de pays occidental, ça c'est clair. Vous pointez dans votre livre les conspirateurs du malheur. Qui sont les conspirateurs du malheur, Eddy ? Ce sont un ensemble d'acteurs qui, pour des raisons volontaires ou involontaires, pour des raisons économiques, pour des raisons de carrière ou pour des raisons idéologiques, vont mettre l'accent sur ce qui ne va pas bien, vont dramatiser, vont mettre l'accent sur avoir des propos alarmistes, parce que effectivement c'est le meilleur moyen de faire du buzz sur les réseaux sociaux, d'attirer l'attention des médias, qu'on le veuille ou pas, d'attirer l'attention des électeurs, des adhérents, des bénévoles. Si on veut voir des financements quand on est une ONG, il vaut mieux être effectivement plus alarmiste qu'avoir un propos bienveillant. Si on est une opposition politique, si on est un syndicat d'employés ou d'employeurs, ou même si on est un expert. Moi, quand je travaille sur des sujets qui sont plutôt anxiogènes, je suis plus sollicité par les médias que si je travaille sur des sujets plus positifs. Bon, pas aujourd'hui, mais il n'empêche que il y a effectivement une propension générale à... Est-ce que c'est pas tout simplement humain, en fait Parce que ça fait écho, effectivement, à structure mentale, à notre fonctionnement cognitif. Ça c'est clair. La sélection naturelle a fait que notre cerveau
et nous amène à être spontanément attirés par ce qui est négatif, par ce qui représente une menace, un risque, parce que nos ancêtres, effectivement, avaient besoin d'interpréter très rapidement une menace, de se faire attaquer par un prédateur, alors que le fait de voir une jolie fleur, ça n'a pas permis à l'espèce ou à l'individu de survivre. Les réseaux sociaux ont accentué ce phénomène, vous diriez, particulièrement ? Sans aucun doute. Les études, j'ai essayé de mentionner dans ce livre beaucoup d'études scientifiques, tentent à montrer effectivement que une information négative se diffuse beaucoup plus rapidement qu'une information positive, même une information fausse se diffuse encore plus rapidement qu'une information vraie. Et par exemple, si vous êtes, il y a une étude intéressante qui montrait que aux États-Unis, si vous êtes démocrate et vous publiez un texte sur les démocrates, ça va pas avoir beaucoup de succès. En revanche, si vous publiez un texte sur les républicains et un texte assez haineux, voire insultant, là, ça va avoir beaucoup plus d'engagement, comme on le dit, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une propension sur les réseaux sociaux à aussi ce biais de négativité que l'on voit un peu partout et je le vois moi à titre personnel puisque chaque jour je publie sur X une information positive depuis 4 ans et ça n'a pas beaucoup de succès alors que quand je publie des informations un peu plus sensibles ça marche mieux, ça c'est évident. Vous dites que le pessimisme est un fléau pour la démocratie concrètement. Regardons ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump. Par exemple, les spécialistes ne comprenaient pas pourquoi, depuis la crise de Covid, il y avait une déconnexion totale entre la situation économique objective des États-Unis, taux d'inflation, taux de croissance, etc., et la perception qu'en avait une grande partie des Américains, a fortiori les républicains. Pour ces Américains-là, on était au cœur, c'était l'équivalent d'une crise comme ils en ont connu en 2009, alors que la réalité n'était pas à l'ordre du jour. Donc on voit bien que le pessimisme véhiculé, instrumentalisé par les républicains, en particulier Donald Trump, il suffit de voir ses discours, l'Amérique en train d'être détruite, etc., a joué un rôle absolument essentiel dans sa réélection. Et en se basant, comme je le mentionnais tout à l'heure, en grande partie sur une perception erronée de la réalité. Il y a beaucoup d'études qui montrent, même si ce ne sont pas des études qui sont facilement médiatisables, sans être traitées d'afro-élitistes, mais qui montrent que sur beaucoup de sujets sensibles, la perception que les gens en ont est largement déconnectée de la réalité. Juste un exemple, c'est une étude qui s'appelle Les périls de la perception et qui est d'Ipsos, où on demande aux Français, c'est une étude internationale, on demande aux Français, pour vous, quelle est la part des musulmans dans la population française ? Le chiffre à peu près de 8,5%, ils disent 28%. Et si on est un électeur du Rassemblement national, on va dire presque plus de 40%. Donc, et c'est la même chose sur la part d'immigrants, c'est la même chose sur la part des 1% dans la richesse nationale, etc. La réalité et la perception qu'on a de cette réalité, oui, c'est ça en fait. Et il y a ce décalage, c'est pour ça que dans ce livre, je parle de pessimisme excessif à l'échelle collective. Et en l'occurrence, c'est instrumentalisé par un certain nombre de politiques, notamment du côté des extrêmes, que ce soit du côté de la droite radicale ou de la gauche radicale, qui va instrumentaliser aussi la perception largement faussée qu'on peut avoir, par exemple, des inégalités ou des discriminations. Alors comment on revient à l'optimisme ? Eddy Fougier, les optimistes sont vus comme de gentils benets, des bisounours. Je pense que là, c'est un des facteurs. Là, c'est un des facteurs d'explication en France. Effectivement, être optimiste, c'est pas nécessairement très bien vu. Culturellement, c'est pas très bien vu. C'est pas valorisé socialement. Et même des études ont montré qu'on considère que les optimistes sont un peu bêtes. Oui, c'est ce que je voyais comme terme. Et que c'est pas lié à... Et que le pessimisme est lié à une intelligence et à une lucidité. Bon, moi, je ne défends pas nécessairement l'optimisme, je défends l'idée qu'il faut partir de la réalité sans filtre, mais considérer qu'il y a des solutions, parce que sinon, on va baisser les bras et justement, dans un contexte d'impuissance, on va être tenté de faire appel à un sauveur qui va arriver au pouvoir, comme ça a été le cas aux États-Unis. Donc, comment on fait pour lutter contre ça ? Déjà, prendre conscience. Je pense qu'il est important de prendre conscience de l'impact et de notre exposition
assez systématique à des informations anxiogènes. L'infobésité, c'est oui, ça? Pas uniquement de la part des médias, pas uniquement de la part des réseaux sociaux, mais à la machine à café ou dans notre entourage, effectivement, il y a systématiquement ces informations qui sont plutôt de nature anxiogène. Il faut prendre conscience de l'impact que cela... On voit bien aujourd'hui que l'un des débats qu'on en a dans la société sur la santé mentale, notamment la santé mentale des jeunes, effectivement, ils reçoivent toutes ces informations très très négatives et ils le vivent assez mal. Et ça a un impact aussi quelquefois sur leur santé physique. Et sur leur vie, sur leur vie aussi future. Oui. Sur les projets. Et parce que la difficulté, c'est qu'on est incapable de se projeter positivement dans l'avenir. Il n'y a plus de discours positif, parce que même le discours de Trump n'est pas nécessairement positif. Il peut l'être pour ses partisans à travers son slogan. Redonner la grandeur à l'Amérique. Oui, mais c'est un discours positif, qui regarde dans le rétroviseur, plus qu'il se projette dans l'avenir. Au-delà de cette prise de conscience, je pense qu'à un moment donné, par exemple les spécialistes de la lutte contre l'éco-anxiété vous le disent, il faut passer à l'action. Et donc, effectivement, s'engager pour telle ou telle cause, essayer de résoudre à son échelon des problèmes. Et c'est ce qui se produit. L'année passée, j'étais venu sur ce plateau pour parler un petit peu des initiatives nombreuses qui sont prises en France. Et à un échelon local, à l'échelon des territoires, vous avez beaucoup d'initiatives où ces individus n'attendent plus que la solution vienne d'en haut, ils ne croient plus à la politique, que la solution va venir d'en haut d'une manière ou d'une autre, la politique, mais pas que la politique, l'État, on a toujours un peu ce réflexe en France, ils prennent les choses en main et ils essaient de résoudre par eux-mêmes les problèmes auxquels ils font face. Donc je pense que mais vous ne pouvez pas retrousser les manches et essayer de résoudre les problèmes si vous ne pensez pas qu'il y a une solution et que si vous n'avez pas un état d'esprit positif. Donc s'il y a un message que j'essaie de faire passer là, c'est ça. Et quand on regarde les grands discours historiques, par exemple l'appel du 18 juin ou le discours de Churchill, on est exactement dans cette logique-là. La grandeur d'une civilisation, elle passe par un discours optimiste, c'est ça que ça veut dire? Pas nécessairement optimiste, mais parce qu'il partait d'un constat qui était dramatique, mais en disant on a perdu une bataille, mais on va gagner la guerre. Et Churchill disait on va vaincre parce que on défend des valeurs, et donc il y avait ce constat, cette prise de conscience que la situation était dramatique, mais il y avait aussi la volonté, sur la base d'un état d'esprit positif, de s'engager dans l'action. Et pour moi, c'est le fondement même de ce message positif que j'essaie de faire passer. Alors vous avez même fondé un think tank, un cercle de réflexion, c'est l'Observatoire du positif. De quoi il s'agit ? Alors, bon, c'est pas quelque chose d'extrêmement développé, mais il est parti du constat pendant le confinement que effectivement on était à l'époque bombardé littéralement d'informations anxiogènes, et je me suis dit, et c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer, qu'est-ce que je peux faire à mon échelon pour essayer de lutter contre le pessimisme ambiant. Oui, et parce que je voyais aussi de façon très concrète que dans mon entourage, auprès de mes étudiants que je continuais à avoir en visio, certains perdaient pied, et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, je vais essayer de diffuser davantage d'informations positives dans la mesure du possible, et des analyses positives, et maintenant qui se traduisent par des livres. Par un livre. Qu'est-ce qui vous rend, vous, optimiste dans la vie, Eddy Fougier ? Alors, ça peut paraître paradoxal, moi je ne suis pas nécessairement d'un tempérament optimiste, mais justement je me dis qu'on n'a pas le choix. On est face à des situations extrêmement inouïes, que ce soit du côté du dérèglement climatique. On oublie qu'en ce moment en Iran, il fait 50 degrés aussi, il n'y a pas que des bombardements. On voit l'évolution géopolitique, on voit les inquiétudes à propos de la démocratie ou à propos des nouvelles technologies, de l'IA et autres. Et face à ces défis, effectivement, si on commence à se dire de toute façon c'est foutu, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, quoi qu'il en soit. Donc c'est pour ça qu'il est important de voir aussi
qu'un certain nombre d'évolutions vont dans le bon sens, y compris sur le plan climatique, c'est-à-dire la prise de conscience sur les émissions de gaz à effet de serre commence à avoir un impact. On commence à dire que peut-être en 2025, on va atteindre un pic historique en la matière, parce que si effectivement on se dit que c'est impossible d'arrêter les émissions de gaz à effet de serre, c'est autoréalisateur, c'est-à-dire qu'on va continuer à vivre comme on le faisait auparavant et ça va accélérer le dérèglement climatique. Donc il faut avoir un certain nombre d'informations positives pour justement passer à l'action à un moment donné et essayer de contrecarrer toutes ces évolutions qui sont malgré tout extrêmement inquiétantes. Merci Edwy Fougier d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre. Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal? Le fléau du pessimisme pour la démocratie, c'est finalement une leçon d'optimisme. Merci d'avoir été avec nous. Point de vue, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve en direct demain. À demain donc. Passez une bonne journée sur le Figaro TV.